Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Le Club Pancho est de retour ce soir exceptionnellement suite au match, euh, au match de l'Olympique de Marseille, bien sûr, le fameux replay de ce match. Pour m'accompagner ce soir et débriefer de cette rencontre, j'ai le plaisir de réaccueillir Sky, animateur du podcast bien sûr Avanti-Nissa. Sky, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, merci pour l'invitation, Pancho. C'est un plaisir de revenir et de parler de ce match, du coup, qui est enfin allé à son terme. Oui, c'est vrai que c'est déjà un très très bon point sur la soirée d'hier soir, c'est que tout s'est bien passé. On peut parler exclusivement de foot ce soir et ça je pense que c'est un très très bon point. Obi-Wan qui fait son retour aussi dans l'émission. Bonsoir Obi-Wan, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs. Et puis Quentin du podcast à la commanderie. Alors ce soir on est voilà, c'est Team Sport Contents qui est avec nous Oui, puisque donc Quentin qui est donc tu me disais le Sky marseillais hein. le pendant, alors je disais en off, le pendant de Sky encore meilleur et en beaucoup plus jeune et peut-être même encore plus beau. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation, Pancho. Merci à toi Quentin d'être avec nous ce soir. Enfin, ça nous fait extrêmement plaisir. Bonsoir également à Alex, Viper, à Zucchino qui sont sur le chat Twitch. Messieurs, avant de passer donc à l'analyse de ce match, un ressenti déjà dans un premier temps par rapport justement à cette période. On en a quand même beaucoup parlé pendant ces 2 mois quasiment, entre donc les incidents du premier match et ce match-là. C'est passé, c'est bon, le match est allé à son terme. Quentin, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est déjà voilà, une bonne nouvelle et que voilà, c'est derrière nous, j'ai envie de dire Ouais. plutôt derrière Ouais. nous en tant que Niçois parce on a été plus touché par cette affaire et on peut regarder vers l'avant. Bah, c'est sûr que nous, de notre côté, après les événements qui ont eu lieu en août, on a été moins touchés par les sanctions. Alors, on va pas refaire le débat aujourd'hui, si c'était justifié ou pas. Mais pour ce qui est de ce match, j'ai envie de dire tant mieux. Maintenant, il est derrière nous. Fort heureusement, hier, on a vu du football. On n'a pas eu d'incident entre les joueurs, entre les différents staffs. Donc ça, c'est un gros point positif, malgré tout parce qu'on s'était quitté sur des scènes de violence qu'on ne devrait pas voir, même entre clubs rivaux. C'est des choses que je déteste au plus haut point. Puis ça a ravivé des tensions entre nos deux communautés qui sont alors présentes, hein, on va pas le cacher, mais ça s'est acerbé pendant ce match et pendant les semaines qui ont suivi jusqu'à la commission de discipline qui avait statué sur ce match. Donc, bien heureusement, ce match est loin derrière nous, enfin loin. Il est derrière nous et c'est une bonne chose. Et maintenant, pour nos deux clubs, on va penser à l'avenir. Obi-Wan, tu partages aussi cet avis justement voilà, la pilule est passée, on peut se tourner vers la suite de la saison et puis justement, une saison qui est bien partie, que ce soit pour Nice ou pour Marseille. Ouais, ouais, je crois que c'est le plus important. Pour ceux qui étaient au stade ce soir-là, et c'était mon cas, évidemment que reparler football et uniquement football, c'est le plus important. Effectivement, comme le dit Quentin, ça a malheureusement ravivé des tensions entre les deux clubs et les deux parties de supporters. Bon, maintenant il faut regarder devant. D'ailleurs, on a bien vu hier hein, le match, hein, les deux équipes se craignaient, c'était très très clair, hein. Donc les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre, mais parlons football maintenant et que football, ça sera déjà essentiel. Sky, je suppose que tu es d'accord un peu avec cette idée selon laquelle voilà, on est fan de foot avant tout et c'est bien quand on parle que de ça aussi, quoi. Je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire que mes deux camarades du soir. On va reparler terrain, ça fait plaisir. Je pense que ça a duré trop longtemps, 2 mois pour terminer ce match. Il y a eu des très très mauvais moments. Bon, le soir même, évidemment. Tout ce qui a suivi, notamment tout ce qui a pu être dit sur les supporters niçois et sur notre club plus généralement. Je
pense que ça laissera malgré tout une trace pendant un certain temps. Après, pour les plus anciens d'entre nous, on sait aussi que on en a entendu plein depuis plusieurs décennies sur le dos de l'OGC Nice. Ça ne nous a pas empêché de nous construire. Donc bon, c'est le terrain de toute façon. Et je pense qu'on pourra laisser derrière nous, peut-être à l'exception du match retour, qui forcément va raviver aussi le scénario du mois d'août. Voilà, on va pouvoir se concentrer sur le classement et sur une rivalité, on l'espère, un peu plus saine et surtout uniquement sportive. Très bien. Alors, justement, avant de passer justement à ce match, on va parler des compositions, parce que néanmoins, il y a eu des surprises dans enfin, du moins, surtout côté niçois, quoi, que côté marseillais aussi, ça a fait Il y tourner, en a eu. Quentin, hein. Ouais, il y en a eu des surprises. Ouais, La ok, ti- pas la- bien. no- notamment la titularisation de Jordan Amavi, enfin, qui a réalisé Parlons-en. un match, un match Ouais, ouais. absolument Alors, il a, cataclysmique. Enfin, je sais pas comment tu. c'est- moi, j'étais derrière mon écran hier soir quand j'ai vu Jordan Amavi titulaire. Déjà, j'ai vu le tweet Amavi titulaire. Je me suis demandé dans quelle disposition on joue différemment de d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? On craint Nice. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'il joue ailier gauche. À ma grande stupéfaction. Bah, en fait, c'est pas que j'ai été déçu, je suis pas surpris de son niveau. Il a joué un match à Angers cette saison où il a été catastrophique en position de défenseur central gauche. Là, on le met dans un poste qui ressemble à peu près à ce qu'il sait faire. Bah, malheureusement, le gars, voilà, il est encore une fois paumé. Il nous a sorti en après-match, ouais, mais je suis fatigué, je joue plus. Si tu joues plus, c'est qu'il y a une raison, frérot. Donc pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Et quand tu as du temps de jeu, tu t'es pas au niveau. Donc voilà, moi c'est mon gros point noir de la soirée, Jordan Amavi. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens espéraient quelque chose de lui. Bah malheureusement, Jordan Amavi, c'est le garage. Voilà. Il n'y avait pas uniquement Amavi comme surprise. Ça Mm. a fait tourner aussi en défense centrale avec la titularisation d'Alvaro, la titularisation également de Gerson au milieu de terrain. Mm. Justement par rapport à ce. Alors, il y a eu du turnover fait par Sampaoli au vu du nombre de matchs assez important fait C'est par ça. l'Olympique de Marseille. Tu trouves que ces choix ont été assez logiques par rapport justement au momentum de ce match-là hier soir? Dans le sens où on avait un calendrier assez chargé qu'on connaissait depuis le report de ce match, on était aussi dans cette obligation de faire tourner un petit peu. Après deux matchs vraiment à haute intensité contre la Lazio et contre le Paris Saint-Germain, on devait faire quelques changements contre Nice, pas parce que Nice était peut-être la moins armée des trois équipes qu'on allait jouer, mais parce que cet enchaînement, il est aussi à prendre en compte. On a aussi à prendre en compte dimanche avec Clermont, et on a le retour face à la Lazio jeudi prochain. Donc oui, forcément, il fallait faire tourner. Après, le choix des hommes peut être discutable. Alvaro, encore une fois, a montré sa grande intelligence de jeu. Ouais. Et Gerson un peu plus surprenant, oui et non, parce que il fallait qu'on fasse tourner aussi au milieu de terrain, et ça n'a pas été déplaisant, puisque pour moi, il est dans le top 3 du match côté marseillais, il est à l'origine du but égalisateur, donc ouais, on devait faire tourner. On devait faire tourner, après, c'est plus le choix des hommes qui m'a un peu interpellé pour le coup. Côté niçois aussi, il y a eu des surprises. Alors, on l'a appris au dernier moment que Kasper Dolberg allait être absent pour raisons personnelles sur ce match-là. Ce qui a entraîné, également l'absence de Delors qui n'était pas qualifié pour ce match, la titularisation d'Evan Guessant, a bien performé, Sky. Personnellement, j'ai été bluffé par son match parce qu'on avait l'impression que c'était un vieux briscard qui était là depuis plusieurs semaines, enfin plusieurs mois, je dirais même en Ligue 1. Une belle performance, des capacités physiques intéressantes, des capacités d'accélération, de tenue de ballon. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de son match, toi, Sky? Un très bon match qui est dans la lignée de son entrée victorieuse du coup face à Lyon le week-end dernier. Mais je te rejoins quand tu dis il a quand même fait preuve d'une étonnante maturité dans le jeu. Bon, il y a encore des éléments perfectibles. Je pense qu'on a tous en tête une espèce de centre de tir qui finalement ne donne rien. Mais tu vois en fait tout le potentiel d'un joueur qui pourtant n'a qu'une saison en pro en Suisse dans les pattes, qui là est décisif
sur ses 2 apparitions ces derniers jours. Bon, dommage, il sort sur blessure. On espère que ça ne soit pas trop grave pour qu'on puisse le retrouver rapidement, surtout qu'on ne sait pas trop dans quel état on va retrouver Kasper Dolberg après sa rentrée rapide et express pour raison personnelle au Danemark. Donc on comprend en fait pourquoi Christophe Galtier voulait absolument le conserver. C'était pas juste histoire d'avoir un quatrième attaquant numériquement, c'est aussi parce qu'il a des qualités. Moi qui ne le connaissais assez peu, j'avais un peu vu qu'il est quand même assez grand et assez physique, je m'attendais à voir un joueur qui vraiment allait être un peu dans le duel et être plutôt dans un profil finisseur et déménageur dans la surface. Et en fait, c'est assez étonnamment un joueur qui est assez fin techniquement, qui n'hésite pas à redescendre pour participer au jeu, qui pas mal de fois a éliminé ses vis-à-vis marseillais avec une étonnante facilité balle au pied, en plus des qualités voilà, de vitesse et des qualités physiques qu'on a déjà évoquées. Donc on va pas s'enflammer non plus sur 2 bouts de match, mais là on voit en fait qu'il a vraiment toute sa place dans la rotation et dans la concurrence. Et en plus de ça, voilà, c'est un jeune qui est formé au club, donc ça fait encore plus plaisir de se dire qu'on a au moins un pitchoun passé par notre centre de formation qui a le niveau, en tout cas, de continuer à évoluer dans ce projet Ineos. Est-ce que Obi-Wan, selon toi, la performance hier de Evan Guessant doit bouleverser un peu la hiérarchie des attaquants au sein de l'OGC Nice? Et là, je pense à Kasper Dolberg, parce que on l'aime beaucoup, je pense, à Nice, mais les dernières performances et surtout l'état d'esprit, j'ai trouvé qui manquait un peu de tout, quoi. Que ce soit sportivement ou même mentalement, il paraît un peu en dedans ces dernières semaines. Alors, pour te répondre, pour répondre, ben moi, j'ai pas la réponse. Changer la hiérarchie des attaquants, je pense que telle qu'elle est établie, la hiérarchie ne changera pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réflexion de Galtier avant le match, quand il dit, avant que je sache que Dolberg était absent, donc il n'y avait plus de doute, Guessant était titulaire, il se posait la question de la titularisation de Guessant. Et ça, je pense que c'est intéressant. Si vous relisez les commentaires de Galtier après le match, il se posait la question de la titularisation de Guessant avant de savoir que Dolberg était. Donc ça, c'est un signe. Ça veut dire que de toute façon, ça fait partie de Galtier, c'est dans sa gestion des joueurs. Il n'établit pas de hiérarchie, donc il a 11 types, ou il a 13 ou 14, 15 joueurs types, ok. Mais il ne s'interdit pas voilà, et d'Acuna d'ailleurs, la titularisation d'Acuna, moi je l'aurais parié. Celle de Guessant, évidemment, je ne la voyais pas venir, hein, mais d'Acuna, je l'aurais parié, parce que je pense qu'on avait besoin à droite d'autre chose qu'au Boudaoui par rapport à ce qui monte ces dernières semaines. Et donc, ça oui. Et donc, non, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, pour moi, c'était une révélation. Voir Guessant à ce niveau-là, je ne savais pas qu'il pouvait jouer à ce niveau-là. C'est une vraie révélation, et je comprends effectivement par rapport à ce que dit Sky que Galtier voulait absolument le garder, parce que franchement, il a montré des qualités différentes de ce que peuvent montrer Delors et Dolberg dans ce registre-là. Et donc c'est très intéressant et on a vu à quel point il a fait du mal hier. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait été nommé aiglon du match. C'est amplement mérité et c'est très dommage qu'on ne puisse pas le revoir dimanche parce qu'apparemment il est forfait dimanche. Ah, oui, oui, c'est ce que disait Galtier en conférence de presse d'après-match. Il annonce le forfait de Guessant pour le déplacement à Angers. Et on a senti aussi que dès lors que Guessant était sorti sur blessure, eh bien, même devant, bon après, il manquait Dolberg, il manquait Delors, ok. Thuram a décalé un cran plus haut comme il avait fait lors de sa rentrée contre Bordeaux. Mais c'était fade, Sky. Tout de suite, Amine Gouiri s'est retrouvé quand même beaucoup plus isolé. Après, on ne peut pas en vouloir à Kefren Turam qui, je trouve, fait un très très bon match, encore une fois. C'était pas gagné avec son association avec Rosario qu'on avait vu de mémoire à Lorient quand Lemina était suspendu et qui avait été vraiment un des points faibles de l'équipe ce soir de défaite. Là, ça s'est vraiment mieux passé, mais bon, après, voilà, Kefren Turam jouer en 9,5 ou en attaquant de soutien, c'est vraiment pas ses qualités, c'est vraiment pas son rôle. Donc il a fait vraiment du mieux qu'il pouvait. Mais voilà, sans cette deuxième pointe pour un peu libérer des espaces à Gouiri et aller de l'avant, ça a été nettement plus compliqué. Bon, c'est une bonne chose de se dire qu'on a un quatrième attaquant à ce niveau-là, surtout encore une fois, on ne sait pas très bien comment on va pouvoir compter sur Kasper Dolberg cette saison. Mais voilà, après, c'est la concurrence. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Ce qui est bien avec Galtier aussi, c'est que
les meilleurs jouent. En tout cas, tu vois qu'un jeune joueur comme Dacunia qui n'a aucun statut à l'OGC Nice, qu'on a peu vu depuis le début de la saison, il fait une très bonne rentrée face à Lyon. Il est décisif avec Youssef Attal dans le retournement de la situation. Et ben, il est immédiatement récompensé. Certes, avec l'aide peut-être de blessures comme celle de Justin Kluivert et de Calvin Stengs, mais en tout cas, tout de suite, il a la possibilité de s'exprimer avec une titularisation. Il fait une bonne performance et on espère du coup le revoir un peu plus régulièrement. Donc moi, je trouve ça assez sain et assez juste comme concurrence, surtout que bon, de l'extérieur, on ne voit forcément pas tout, mais ça a l'air de plutôt bien se passer au sein du groupe. Hein. On a vu la réaction sur le but de Guessant face à Lyon. Donc c'est que le groupe adhère plutôt à cette forme de concurrence. Effectivement. Par rapport à ce match, est-ce que les Niçois peuvent avoir des regrets, Quentin, selon toi, ou le match nul est assez cohérent, comme a pu le dire Sampaoli en conférence de presse, qui dit que la première mi-temps est plutôt à l'avantage des Niçois, et la deuxième plutôt à l'avantage des Marseillais. Alors, en termes peut-être de conservation de balle, ok sur la seconde, mais Marseille a cadré un seul tir, hein, en termes Ouais. de stats, hein, donc Non, mais la vérité, elle est plus proche dans le sens où Nice, pour moi, perd 3 points ce soir. Enfin, en perd 2 du moins, sur ce match-là. Parce que la domination de la première mi-temps, elle est outrageuse, on ne voit pas le jour. On a eu beaucoup de mal à la relance avec nos amis Alvaro et Tchaleta Tsar qui ont eu beaucoup de peine à ressortir les ballons, beaucoup de peine à trouver Gendouzi aussi en première période, qui est un peu notre fer de lance sur les attaques depuis le début de saison. Il nous aide beaucoup à faire cette transition. Donc on a eu beaucoup de mal à le trouver sur cette première période et ça a beaucoup joué. Et moi, je suis plus d'accord dans le sens où oui, l'avantage était niçois sur ce match-là. Après, sur la deuxième mi-temps, sans avoir été non plus transcendant, le match, vous auriez pu le perdre aussi. Vous auriez pu le perdre aussi parce qu'on a été assez maladroit comme depuis le début de saison offensivement. Et c'est d'ailleurs un très gros problème de notre côté avec la liste de noms qu'on a offensivement. C'est assez perturbant de voir qu'on a autant de mal à finir des actions. Donc très clairement, oui, vous avez l'avantage sur ce match, hein, on va pas se le cacher. Pour moi, on s'en sort bien avec ce match nul. Et avec un peu de chance, on aurait pu avoir un meilleur résultat. Mais s'il y a une équipe qui a perdu des points et qui peut s'en vouloir sur ce match-là, c'est l'OGC Nice, très clairement. justement, par rapport à cette première mi-temps, il y a eu des situations, on a parlé de l'occasion de Guessant qui manque peut-être un peu de lucidité, quoique je pense qu'elle n'est pas évidente à mettre, hein, il est quand même un peu excentré, Il est très excentré pour moi. Avec l'angle, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire, honnêtement. mais ça reste quand même une situation chaude pour Nice. Il y a aussi ce face-à-face de Gouiri lancé par Youssef Attal. Alors je pense que le défenseur olympien, alors je sais plus qui c'est qui défend sur Gouiri sur cette action, mais défend très très bien parce qu'il arrive à le coller au maximum pour justement l'empêcher d'avoir un maximum d'angle et pouvoir battre Paul Lopez qui fait aussi un bel arrêt. Il y a aussi, et là je pense qu'on peut y revenir, l'action de Hassan Kamara. Alors, Hassan Kamara, Hassan Kamara, en milieu gauche, ça dépanne, c'est bien. Il est à l'origine du premier but, c'est lui qui récupère le ballon sur la transition d'Alvaro. Par contre, sur le centre, c'est là qu'on voit que c'est pas un joueur offensif, Sky. Ouais, enfin, à la limite, c'est même pas un joueur de foot, quoi, sur cette occasion-là. T'es dur, t'es Enfin, dur. Oh non, sur, non. sur cette occasion-là, je précise, parce que comme tu l'as dit, il a rendu bien des services, notamment à la récupération du ballon. Il a vraiment joué son rôle à la perfection dans la première demi-heure pour les questions de pressing haut et de récupération. Mais sur cette occasion-là, enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas notre ami Ben avec nous. Hein. C'est son joueur préféré. J'aimerais bien, j'aurais bien aimé mettre une mouche dans les studios de France Bleu Azur hier, de voir ça, de voir sa gueule sur le raté. Parce qu'on Ben, si vous écoutez, on sait pas, t'embrasse, mais on sait pas, il prépare une tête, en même temps t'as l'impression qu'il veut faire une volée, moi j'ai il l'impression qu'il bégaye un essaie. peu quoi. On en parlait dans Avanti Nissa avec l'ami Club Nissa ce matin, mais moi j'ai l'impression qu'il essaie de mettre un plat du pied, tu vois, mais sauf qu'elle lui arrive au-dessus des hanches, donc il essaie de lever le pied, de se mettre en face du ballon et de placer son plat du pied, alors que baisser la tête aurait été 10 fois plus simple. Enfin, Ce je qui est sais quand même pas. terrible, c'est qu'il a presque le temps de la contrôler, la balle. Il est tout Ah seul, oui, quoi. oui, oui, en plus de ça. Et Ouais. c'est fou. Enfin,
au-delà du fait qu'il soit pas un avant-centre de métier, moi, enfin, moi, je sais ce que j'en pense d'Assane Camara. Il est extraordinaire d'abnégation et voilà, et d'investissement. Mais franchement, il a deux parpaings à la place des pieds, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Il a le temps de la contrôler, cette balle. Il n'y a personne. Le premier défenseur est à 4 mètres. Il a largement le temps de la contrôler. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Il nous a fait une reprise de la tête volée parce qu'il y avait le pied. Enfin, Il aurait pu se c'est un- blesser hein, là-dessus. Hein. et non, non, il Ça a aurait été voulu très cool. inventer le geste, je pense. Il a voulu inventer. On a le scorpion déjà. On a l'aile de pigeon. On a je sais pas, le canard boiteux de Camara. Je sais pas. C'est, c'est, c'est dommage parce que je pense que le match est plié. Le match est plié. De À ce 2-0, moment-là, 2-0 à ce moment-là, avec un but de Camara en plus, mais Marseille, ça remet jamais, quoi. bah, Après, on est bien placé pour savoir que 2-0, ça ne garantit en aucune façon Oui, une oui, victoire, ça hein, c'est du coup, vrai. maintenant. Mais non, non, c'est vrai qu'on peut avoir des C'est vrai, regrets de ne c'est pas vrai. rentrer avec 2 ou 3-0 à la mi-temps. Marseille marque sur, sur son premier véritable ah ouais. tir, même s'il y avait eu des occasions assez chaudes. Après, je pense que l'analyse de Sampaoli est assez juste. Il y a eu une mi-temps partout. Nous, comme le dit Quentin, on aurait pu perdre ce match si les Marseillais s'étaient un peu mieux débrouillés devant en deuxième période. Et je pense qu'au-delà au-delà du fait qu'on peut s'en vouloir de ne pas avoir concrétisé ce type d'occasion ou le face-à-face de Gouiri également, on peut s'en vouloir d'avoir arrêté de jouer en deuxième période, tout simplement. Parce que vu la domination qu'on a eue pendant une demi-heure sur les 45 premières minutes, tu remettais le même coup d'accélérateur en deuxième période. Je suis désolé, même si la défense marseillaise ne fait pas un mauvais match, mais voilà, on était largement dessus. Peut-être qu'il a manqué quelques cartouches, de ne pas pouvoir faire rentrer un Delors, de ne pas pouvoir faire rentrer Justin Kluivert ou Calvin Stengs. Enfin, tu avais manque de fusibles devant, peut-être à changer, donc on ne pouvait pas espérer mieux. On a déjà réussi à sécuriser le résultat avec notamment l'entrée de Mario Lemina et puis la bonne performance de notre arrière-garde, hein, parce qu'on n'en parle pas, mais vraiment, je pense on a trouvé le quatuor qu'il faut derrière, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure, notamment du côté de Youssef Attal. Donc voilà, moi honnêtement, j'ai davantage de regrets sur le fait que ça ait pris 2 mois pour en arriver à ce résultat et qu'on perd entre la commission de discipline et le terrain, qu'on perd sûrement 3 points dans l'histoire. Mais sur le match d'hier, un partout, ça me semble plutôt logique. Ce qui est assez regrettable, je trouve, c'est que justement la première mi-temps était quand même assez rythmée avec de l'intensité et que dès lors que Marseille a égalisé sur l'une de leurs premières incursions sur un vrai beau mouvement offensif, hein, pour le coup, et avec une inspiration de Milik, pour le coup. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur défensive aussi, mais ça n'enlève en rien au mouvement. En deuxième mi-temps, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'était un round d'observation. On avait l'impression que les équipes se satisfaisaient en fait de ce match nul. Euh, Très bizarre, Quentin. Je sais pas si cette deuxième mi-temps, c'était long. C'était très très long. Hein. Ouais, c'était un peu chiant parce qu'on avait l'impression que les équipes, pas forcément satisfaire, parce que d'une, j'espère pas que c'est le cas. Deuxièmement, j'ai l'impression que il y avait des craintes d'un côté comme de l'autre. Nous, on jouait avec vraiment le frein en attaque. De toute façon, et je vais revenir encore une fois sur lui, avec Amavi à gauche, on pouvait pas espérer grand-chose. Euh, Luis Enrique, le pauvre, à droite, on attend depuis maintenant 1 an et demi, enfin un bon match de sa part. On est encore beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, alors, qui croient encore en lui. Moi, non, j'ai arrêté. J'ai totalement arrêté. Mais ouais, pour revenir à tout ça, ouais, j'ai pas vu une très belle deuxième mi-temps d'un côté comme de l'autre. Nous, de notre côté, on a manqué cruellement voilà, d'allant offensivement. Il y avait des situations où on avait beaucoup mieux à faire. Et puis, c'est des situations qu'on avait vues contre Paris où on se précipite beaucoup trop et on rend le ballon beaucoup trop facilement. Et ça a tendance à beaucoup m'énerver ces derniers temps. Ça s'est vu contre la Lazio aussi. C'est des petites erreurs en fait qui ne nous permettent pas d'être cliniques devant. Et ça, je me répète, avec les joueurs qu'on a devant, c'est inconcevable d'être comme ça. Et côté niçois, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de défaillance particulière. C'est juste peut-être le jeu qui voulait ça. Est-ce que la blessure de Guessant
a été Ah oui. contre-productif pour vous? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que comme l'a dit Sky, je crois, ça a laissé Gouiri beaucoup trop seul, malgré quelques occasions que vous avez eues, notamment une sur corner. Je repense à celle de Dante que Lopez capte d'une très belle manière d'ailleurs. Mais ouais, j'ai pas l'impression que Nice ait forcément raté sa deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, la deuxième mi-temps est pas bonne d'un côté comme de l'autre, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai que sur le Ouais, c'est- spectacle proposé en deuxième mi-temps, c'était quand même assez limite. Tu as parlé de la défense marseillaise. Il y a un joueur qui a fait quand même un superbe match, un peu dans sa lignée du classique. C'est William Saliba, hein. Que dire? Cet homme est un défenseur, milieu de terrain, ailier droit, avant-centre. Il peut tout faire, j'ai l'impression. Il a une situation en deuxième mi-temps où il, Ouais, où il est à deux doigts de marquer, hein. ouais, non, mais il t'a fait un gauche-droite. Là, j'ai cru voir un ailier marseillais pendant un moment donné. Je me suis dit, putain, Conrad, il est rentré. Mais non, c'est Saliba. C'est Saliba qui t'a fait un gauche-droite comme ça. Donc, moi, je le trouve franchement incroyable. C'est vraiment une très grosse satisfaction. Et en même temps, j'arrive Ah, on a un petit souci avec, en juin prochain. ah, avec Vous Quentin. m'entendez Donc plus, les gars? ouais, ça coupe un peu de ton côté, Ah, Quentin. Ah, c'est revenu, c'est revenu, c'est c'est revenu. bon. Tu peux Alors, reprendre. excusez-moi, c'est parfois Mako a fait ça. Vous inquiétez pas. Donc, ouais, donc je disais, Saliba, on peut pas totalement être satisfait dans le sens où il va partir. Il va partir, donc j'arrive pas à m'enthousiasmer pour lui, même si voilà, il nous apporte énormément. J'ai vu en première mi-temps un mouvement, voilà, il est entouré de 3 ou 4 Niçois et il réussit à s'en sortir. C'est tout bonnement incroyable. C'est vraiment le point fort de notre défense. Et il bonifie ceux qui sont à côté de lui. Alors, ça s'est peut-être moins vu contre Nice, mais les deux autres titulaires qui sont depuis maintenant quelques matchs ensemble, Luan Pérez et Tchaleta Tsar, ça les bonifie vraiment d'avoir un rock assez en confiance comme Saliba. Et forcément, ça nous donne une ligne de 3 assez régulière. Là, hier soir, ça s'est pas énormément vu parce que malheureusement, Alvaro, C'est un voilà. super joueur, mais pour bonifier Alvaro, quand même, il faut des super pouvoirs, quoi. Et Donc, il faut y aller, parce que ouais. déjà, il faudrait lui apprendre les fondamentaux d'une relance. Et malheureusement, Saliba, il a pas le temps, parce qu'il a 20 ans, hein, William Saliba. Il a 20 ans. Tu vas pas apprendre à un mec qui a 10 piges de plus que toi à relancer un ballon proprement. Il est pas là pour ça. Mais ouais. Sinon, ouais. Franchement, Saliba, encore une fois, époustouflé par son match. Et je pense ne pas être trop chauvin en parlant de lui de cette manière. Mais ça s'est vu la saison dernière avec Nice, où alors il était peut-être un peu moins bon, mais il était quand même présent quand vous aviez besoin de lui, je pense. Aujourd'hui, on est très content qu'il soit de notre côté avec les performances qu'il fait, forcément, mais ouais, c'est une bonne chose. Une bonne chose qu'il soit en forme. Et ça déteint sur nos autres défenseurs. Donc c'est forcément un plus. Je te rejoins parce que j'ai regardé le classique, hein, contre le Mm. PSG. Le match de Tchaleta Tsar, je pense qu'il est, c'est pas anodin, le fait qu'il y ait Saliba à ses côtés, Ouais. dans cette défense à 3 et Saliba, donc nous qu'on connaît bien, hein, qui a formé cette charnière de jeunes joueurs français avec JC Todibo. Alors, Obi-Wan, par rapport à Saliba, c'est vrai que il y a eu quelques erreurs. Il y a eu quelques erreurs l'année dernière, des petites erreurs qui ont causé des buts. Moi, personnellement, j'étais pas mécontent de garder Todibo et de perdre Saliba. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou pas? Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Moi, Saliba, je suis très très content qu'il fasse la saison qu'il fait à Marseille. J'aurais aimé qu'il fasse la même à Nice l'année dernière. Il avait très très bien débuté. Par contre, quelques trous d'air, et notamment sur des buts de la tête. Ouais. Souvent se fait prendre dans son dos, sur des ballons qui arrivent dans l'axe, ou sur des corners. Et c'était chaque fois les mêmes buts. Ensuite, il a passé effectivement un certain nombre de matchs où il avait été dribblé 0 fois de mémoire. 0 fois, mais sur des actions, notamment sur des centres, dans son dos, il avait pris quelques buts. Et donc, effectivement, pour te répondre, Pancho, oui.
à en garder un des deux, je préfère garder Todibo que Saliba. Mais bravo, parce que Saliba, cette année, j'ai vu le match contre Paris, exceptionnel. Mm. Contre Nice, c'était le meilleur défenseur de très loin, voire même le meilleur joueur. Et donc, bon, c'est un garçon qui se fait pas manger par les petits cochons, peut finir dans un top club et je pense équipe de France, quoi. Parce que quand on voit Saliba, les perfs de Saliba par rapport à celles de Varane, je me dis, bon, il a encore du travail, mais s'il gagne en concentration, parce que de mémoire, chez nous, il jouait côté gauche de la défense. Et là, Mm. Sampaoli le fait jouer côté droit de la défense. Ouais. Et ça change tout, je pense aussi. Alors, il doit avoir probablement plus de repères. Alors, je sais pas comment il joue à Arsenal, je sais pas comment il joue à Saint-Etienne, Il a jamais mais joué à pour le Arsenal. coup, Alors, à Arsenal, Il a il a jamais jamais joué. joué. bon, ben On va voilà. appeler ça jouer, ouais, voilà. Donc Arteta. voilà. Mais je trouve quand même qu'il a été, enfin, sur les matchs où je l'ai vu jouer, très performant avec Marseille sur le côté droit de la défense. Après, apporter une petite nuance sur Saliba, c'est que son début de saison n'a pas été simple non plus. Enfin, celui de la défense en général n'a pas été très simple, où il a eu ces fameux trous d'air dont tu parlais juste avant, notamment sur les relances parfois, où il était un petit peu en difficulté. Ouais, c'est vrai. Là, je trouve qu'il a pas mal bossé, et c'est aussi le cas de beaucoup de joueurs côté marseillais depuis la trêve d'octobre. Il y a eu un réel travail de fait chez certains joueurs. Et ça s'est vu, ça s'est beaucoup vu. Et pour Saliba, oui, évidemment qu'en ce moment, la question peut se poser pour l'équipe de France, parce qu'il affiche un niveau extraordinaire et actuellement, oui, la question peut se poser notamment pour les matchs de novembre. Il y a Pour ce qui est de la aussi, suite, il ouais, y a aussi l'aspect tactique. Si Deschamps justement garde cette mm, charnière, enfin cette charnière, cette défense à 3, Saliba a sa place pour peut-être être en rotation avec Jules Koundé à l'heure actuelle. totalement, totalement. Et puis, c'est un autre profil. C'est un autre profil que Jules Koundé. Donc, forcément, ça laisse l'embarras du choix au sélectionneur. Donc, maintenant, est-ce qu'il est dans les papiers de Deschamps? Ça, on le saura très vite, puisque dans une semaine, il y a la liste qui va sortir pour les 2 ou 3 matchs, je crois, de la fin de campagne de qualif en Coupe du Monde. Donc, on verra bien. Mais pour ce qui est, pour la dernière partie de la suite de sa carrière, il retournera vraisemblablement à Arsenal. Après, de ce qui se dit, il n'a pas envie de rester. Donc là, aujourd'hui, il montre qu'il a aussi le niveau pour pourquoi pas jouer dans un top club. Donc faut être patient. Faut être patient avec lui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Marseille n'aura pas les moyens de le conserver cet été. Ça, Arsenal en demande beaucoup trop. Ah justement, tu penses que toi, il n'y a aucun moyen pour que Saliba signe à Marseille? Alors, pour moi, il y a une possibilité. C'est déjà d'une qu'on se qualifie en Ligue des Champions, qu'on fasse top 3 cette saison, et que potentiellement, on ait une rentrée d'argent, disons, exceptionnelle. Parce que De type saoudienne, par exemple, tu veux dire? je vais pas rentrer dans ce débat, Sky, euh, parce que je vais me mettre des gens à dos. Mais sinon, non. Après, McCourt peut encore investir. On peut vendre des joueurs aussi avec la saison, sachant qu'il y aura des options d'achat qui seront levées cet été. Il y aura celle de Milik, il y aura celle d'Under, celle de Lopez, celle de Guendouzi. Ça fait 4 déjà. Donc Conrad, lui, il est déjà 100% marseillais. Donc, va falloir aussi prévoir à ce niveau-là, et va falloir aussi anticiper les prochains départs. Parce que si on achète, on lève toutes ces options d'achat qui sont quasiment obligatoires pour la plupart, il va falloir qu'on trouve des moyens pour attirer Saliba. Et Saliba, pour le moment, Arsenal ne veut pas perdre non plus d'argent dessus, c'est normal. Mais est-ce qu'il a envie aussi de s'embourber à Arsenal, qui est pas non plus dans une forme olympienne, si je puis m'exprimer ainsi. Mais voilà, ça va être compliqué, ça va être un dossier compliqué. Je nous donne allez, sur 10, 3 chances sur 10 de pouvoir le signer cet été. Ah ok, c'est quand même assez pessimiste, hein. C'est un dossier compliqué, ouais, parce qu'il n'y a pas eu d'option d'achat. Ça a été d'ailleurs l'une des particularités de son arrivée, c'est que ça a beaucoup traîné à cause de cette option d'achat qui n'a finalement pas été inclus dans son contrat. Donc je pense qu'il fera le chemin retour pour aller à Londres. Après, est-ce qu'il restera à Londres du côté de l'Arsenal? Bonne question. Mais ça m'étonnerait qu'il reste à Marseille au 30 juin. En tout cas, lâcher 30 millions pour un jeune défenseur central à fort potentiel et le faire jouer absolument zéro match,
il y a bien qu'en Angleterre qu'on voit ce type de choses, hein. Non, alors il n'y a qu'un seul club pour faire ça. En Angleterre, tu mets des sommes pour des joueurs comme ça, mais il n'y a qu'un seul club pour faire ça, hein, c'est Arsenal. Il y a pas à chercher plus loin. Et désolé s'il y a des fans d'Arsenal dans votre chat, hein, mais non, il n'y a que eux pour faire ça. Donc merci Arsenal pour les travaux, hein, mais merci voilà, de nous faire profiter de William Saliba, tout simplement. Alors j'ai un contre-exemple pour finir là-dessus, Kepa 80 millions. Ouais, Voilà. bon. Non, pour se recentrer un peu, sur, sur le match, on a parlé tout à l'heure de l'incorporation dans le 11 titulaire de Lucas Dacunia, euh, sur un principe un peu méritocratique, hein, tout simplement, hein, avec sa valeur ajoutée lors du dernier match. J'aimerais aussi qu'on parle du match de Youssef Attal, qui là aussi était titulaire. Sky, comment tu l'as senti sur ce match, Youssef? Je pense qu'on a vu, je pense qu'on a vu le meilleur de ce que pouvait Youssef Attal, de ce que pouvait nous proposer Youssef Attal. C'est autant sur le dernier match, forcément, il est à l'origine des 3 buts, donc en l'espace de 10 minutes, c'est le héros de la nation parce que ça se voit, il est décisif. Là, ce que j'ai aimé sur ce match, c'est qu'il a réussi à combiner ce qu'il nous montrait de mieux ces dernières semaines, c'est-à-dire ses progrès sur le volet défensif. C'était insuffisant en début de saison parce que il n'apportait rien devant, c'était stéréotypé, mais au moins par rapport à ses premières années à l'OGC Nice, je trouvais que d'un point de vue de duel défensif, repli, ça s'était amélioré. Donc on se disait, bon, peut-être qu'on a affaire à un nouveau Youssef Attal qui a un profil plus défensif et qu'il va falloir faire le deuil de l'ancien. Mais là, sur les 2 derniers matchs, que ce soit son entrée face à Lyon ou sa titularisation-là face à Marseille, à la fois, il a su garder vraiment ce qu'il a fait de mieux défensivement, mais en plus de ça, offensivement, je trouve qu'il a, peut-être ça s'est libéré dans la tête, je ne sais pas, mais il a réussi à provoquer, à faire remonter le bloc et à ne pas surjouer et à essayer vraiment de faire profiter du ballon ses coéquipiers, vraiment de la jouer un peu plus collectif. Bon, moi, je suis content de me dire, c'est un joueur là qui à la fois a mûri défensivement et tactiquement, mais qui a quand même gardé malgré tout ce qui faisait ses qualités premières, c'est-à-dire une capacité de percussion et de projection vers l'avant qui est nécessaire à tous les latéraux modernes de haut niveau. Donc, c'est qu'un match. Peut-être que dimanche, je vais te dire que voilà, c'est un cas désespéré parce qu'il se sera encore blessé. Je touche du bois pour que non. Mais c'est l'enchaînement des matchs, de toute façon, qui fera que Youssef Attal redeviendra un joueur de foot. Mais s'il nous montre ne serait-ce que la moitié de ce qu'il nous a montré sur ces 2 derniers matchs sur la durée, je pense qu'on peut que se féliciter d'avoir un tel joueur dans notre effectif. Et Obi-Wan, en plus, ça intervient dans un moment où Lotomba commence à faire son trou un peu au poste de latéral droit. Là aussi, l'importance de la concurrence dans ce type de situation où Attal, ayant commencé plusieurs matchs sur le banc, a senti que peut-être qu'il fallait qu'il se bouge un peu, quoi. Ouais, oui, oui, t'as raison. Euh, Attal nous sort du trou contre Lyon. Effectivement, Sky le dit, Attal fait un très bon match contre Marseille, tant défensivement qu'offensivement. Il manque toujours un tout petit peu de précision sur ses centres, et c'est très dommageable parce qu'il y a une action dont on n'a pas parlé sur les occasions, mais c'est le dernier centre qu'il fait quand on n'a plus d'avant-centre d'ailleurs et que Thuram rate la reprise alors qu'il est à 6 mètres. C'était une vraie occasion de but aussi, et le centre là était remarquable. Non, on peut juste se féliciter qu'Atal a fini un match sans se blesser. Et il s'est entraîné aujourd'hui. Donc il est opérationnel pour dimanche. Ça, c'est déjà très bien. Moi, c'est la notion de groupe que je retiens dans le gym. Dans leur façon de jouer, qu'on n'a absolument pas vu contre Lyon et qu'on n'avait pas vu, loin d'avoir vu contre Troyes, c'est la notion de groupe. Et la notion de groupe avec des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer jusque-là. Donc Atal, il en faisait partie. Guessa, Dacunia. Sans Dolberg, enfin, il manquait quand même une tripotée de joueurs devant. Je trouve que ça a été extrêmement intéressant. Au-delà du résultat, je trouve que le point positif, c'est ça, c'est la notion de groupe, parce que du coup, je pense que il y a quelque chose qui est en train de, enfin j'espère en tout cas, qui est en train de se produire, c'est que ce n'est pas que 11 ou 12 ou 13 joueurs, c'est que le groupe s'est élargi. Et je pense que l'ensemble des joueurs et du staff
a vu que le groupe s'est élargi. Donc on peut compter sur beaucoup plus de joueurs que ça. Lotomba, effectivement, on le voit plus depuis 2-3 matchs. Il avait fait pourtant de belles apparitions quand il était titulaire. Danny Luc, on sait qu'on peut compter sur lui. C'est un fighter, c'est un guerrier. Bon, voilà, donc il y a. Alors, Thuram, on n'en a pas parlé de Thuram, mais Thuram, je trouve que depuis quelques matchs contre Lyon, il dynamite aussi. C'est lui qui envoie les premiers. D'ailleurs, c'était la même ouverture qu'il fait pour Stengs à Saint-Etienne. Tout à fait. Il a fait une ou deux belles percées hier. Enfin, j'ai trouvé des sorties de balles. Franchement, il prend des risques. Alors, c'est risqué parce que si jamais il se loupe en deuxième mi-temps quand il part de ses 18 mètres et il remonte la moitié du terrain, si on lui pique la balle à ce moment-là, ça peut faire très très mal. Mais il réussit quoi. Il prend, enfin, il les met sur la table, il va au bout. Et je trouve que il y a une notion de groupe. Il a vu qu'il avait sa chance et du coup, il se met minable sur le terrain quoi. Parce que en début de saison, on donnait pas cher de ses titularisations quand on a vu le duo Rosario-Lemina. Donc je trouve qu'il y a une notion de groupe qui est intéressante, que Galtier arrive à faire prendre la mayonnaise, je dirais. Et peut-être que le meilleur est à venir. Peut-être que le meilleur est à venir grâce à ça. Parce que la fraîcheur hier a été déterminante, hein. On a vu Marseille un peu plier du bec contre Paris sur le dernier quart d'heure alors qu'on pensait qu'ils allaient les éclater. Franchement, c'est ce que je pensais, vu le match qu'ils avaient fait. Et hier, c'était la même chose. Hier, ils ont fait 20 bonnes minutes en deuxième mi-temps sans être très dangereux, mais avec quelques fulgurances quand même. Il y avait quelques fulgurances avec Gerson et Gerson et Payet qui n'en finit pas d'être bon contre nous, malheureusement. Et qui, mais globalement, sur les 20 dernières minutes, le dernier quart d'heure, on ne les a pas vus, Marseille. Voire même, nous, avec zéro attaquant, c'est nous qui avons les deux meilleures options avec donc le centre d'Atal et avec le corner où Dante a failli marquer. Et donc, c'est la notion de groupe que je retiendrai hier pour le gym, au-delà du résultat, qui m'a paru le plus important. Je trouve que c'est assez juste en fait, hein, parce que euh, on pouvait être étonné de la titularisation de certains joueurs. Finalement, sur le rendu, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. Et on voit qu'un mec comme Dacunia, qui a été titulaire lors du premier match de la saison contre Reims et qui a été en difficulté, hein, naturellement, parce que il arrivait dans un nouveau groupe avec de nouveaux joueurs, avec un nouveau coach. Il a fait un match compliqué. Là, il y a quand même des joueurs qui sont en progression. Et aussi des absents. Kluivert, Stengs, Delors, Dolberg. Est-ce que justement ce match nul, Sky, il est bon aussi sur ce point de vue-là, l'état d'esprit du groupe et le fait qu'on ait une profondeur malgré les absents. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est ce qu'on a dit à longueur, enfin ce que vous avez dit à longueur d'émission aussi depuis le mercato, c'est que là, on a enfin des options quasiment à tous les postes. Donc, bon, il y a des joueurs qui n'apportent pas encore totalement satisfaction. Il y a cette série de blessures qui t'oblige à piocher quand même assez loin dans tes réserves, notamment sur les postes déliés, sur le côté. Mais on n'a jamais eu autant de qualité à l'OGC Nice, je pense. On n'a jamais eu autant d'alternatives. Quand tu mets un joueur sur le banc aujourd'hui, tu n'es plus désespéré en te disant comment on va faire, mais tu es content de voir jouer le remplaçant, hein. On a parlé de voilà, Youssef Attal qui débarque dans le 11, peut-être au moment où Jordan Lotomba fait son meilleur match à l'OGC Nice, après cette rencontre face à Brest. Tu as voilà, le luxe de te dire qu'un jeune joueur comme Danilo, eh ben, c'est lui qui peut remplacer Todibo ou Dante en cas de problème. Bon, voilà, on parlait de Camara, de Bard, de Thuram. Devant, tu as tes quatre fantastiques au poste de numéro 9. Donc, bon, globalement, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de qualité. Et voilà, comme on le disait tout à l'heure, comme l'a rappelé très justement Obi-Wan, bah, l'avantage en plus, quand même, c'est que ça a l'air enfin, d'être bien intégré par les joueurs. Dès qu'ils ont quelques minutes, ils ne boudent pas parce qu'ils ils sont pas titulaires ou parce qu'ils n'ont pas joué le dernier match, mais ils se donnent à fond pour avoir la chance de jouer le prochain. Et bon, ça a marché avec Atal et Dacunia cette semaine. À voir après pour les prochaines semaines, d'autres jeunes joueurs, pardon, ou peut-être des retours de blessures qui vont se dire là, par contre, il faut vraiment que je fasse mon maximum pour retrouver ma place. Je pense à voilà, Kluivert et à Stengs notamment, qui, quand tu vois la performance de Dacunia, bah, tu te poses un peu des questions. Tu te dis, bah, Et finalement, c'est Boudaoui, pas hein. mon fauteuil et mes pantoufles qui m'attendent en revenant. Bah oui, ça a été plus compliqué, mais bon, Oui. après, on sait qu'il a les qualités pour, sur un match et sur une occasion, il peut faire ce qu'il veut de toute façon, même si je préférais forcément le voir au cœur du jeu, là où je pense
il a davantage de qualité, mais on l'a dit, voilà, passer après dans la hiérarchie devant Lemina, devant Rosario, devant Thuram, bon courage à lui. S'il y arrive, c'est vraiment qu'on aura un joueur de classe européenne. Justement, par rapport à Boudaoui, petit aparté, est-ce que tu penses que c'est un problème de positionnement ou est-ce que c'est un problème de rendement à l'heure actuelle pour Boudaoui? Je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'on m'a opposé comme argument quand j'ai dit enfin, le garçon est quand même pas facilité d'être mis à ce poste-là où même s'il a déjà fait des bons matchs, je pense pas qu'il ait forcément les qualités pour ça. On m'a répondu ok qu'il fasse pas un bon match, qu'il soit pas décisif, mais enfin il y a quand même un minimum de d'implication et de présence physique à avoir. C'est vrai que là-dessus, il est un peu en deçà alors qu'on sait qu'il a un coffre surhumain et qu'il est vraiment en avance physiquement par rapport à plein d'autres joueurs. Là, enfin, tu vois, au minimum, il devrait faire comme Hassan Kamara, de faire des Oui, c'est allers-retours, de ça. faire l'ascenseur sur le côté. Et puis là, s'il n'est pas décisif ou si ses centres ne trouvent personne ou s'il perd ses duels, tu râles, mais bon, au moins, il aura fait le maximum. Ah, t'as l'impression que non, maintenant, est-ce que, il n'est pas aussi lassé de voir qu'il est cantonné à un rôle de remplaçant sur le côté et que la concurrence au milieu, il voit son horizon vraiment se boucher à son rôle de prédilection. On sait que ça fait partie des joueurs pour qui le 4-4-2 a vraiment des conséquences néfastes. Il y a aussi éventuellement Alexis Claude Maurice, même si lui a un peu plus de polyvalence, c'est peut-être un peu plus de qualité pour jouer sur le côté. Mais voilà, tous ces joueurs qui auraient pu percer dans l'axe et qui voient qu'avec un poste de moins disponible dans le 11, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, moi, je suis vraiment un immense fan de ce joueur, hein, de Hicham Boudaoui. J'espère qu'on va le revoir à son meilleur niveau. Et peut-être qu'à la faveur enfin, je sais pas, à la faveur d'une blessure ou quoi, s'il commence à enchaîner une ou deux performances en tant que titulaire dans le cœur du jeu, après, ça deviendra difficile de le sortir. On verra. La saison est longue et pour un peu synthétiser tout ce qu'on a dit, on va pas se plaindre d'avoir autant de joueurs avec autant de qualité à disposition dans le groupe. Là, je pense que si je peux rajouter, je suis tout à fait d'accord avec toi, si je peux prendre 10 secondes par rapport à Boudaoui, c'est un joueur que j'adore. Mais effectivement, ça pose questionnement, son positionnement sur le terrain pose question. Juste, alors, avec de ce que je vois des matchs, mais Boudaoui, quand il est sur un côté, ça peut faire, mais à droite, déjà. Et avec Lotomba derrière, parce que Lotomba, il est quand même beaucoup plus limité offensivement. Et d'ailleurs, Bordeaux, c'est Boudaoui qui déclenche. Marseille, c'est Boudaoui qui donne le ballon à Lotomba qui donne le centre. Mais alors à gauche, faire jouer Boudaoui déjà à droite avec Attal, c'est pas possible, ils vont se marcher dessus. Mais à gauche, c'est un non-sens. Enfin, je comprends pas comment. Bon, il était limité hier, il n'y avait personne devant, hein, donc quand on finit avec Thuram avant-centre, c'est qu'il y a un problème quand même. Mais à gauche, c'est pas possible, quoi. Enfin, dans un milieu à 4, Boudaoui à gauche, c'est pas possible. Alors l'année dernière, ça le faisait quand il jouait en sentinelle. Il a fait quelques matchs excellents en sentinelle. J'ai une mémoire Lens et Rennes notamment. Euh, sur un côté, il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Il y a certains postes où Boudaoui doit composer avec les autres, avec les joueurs qui est autour de lui. Et j'ai quand même l'impression que c'est un type de joueur qui plus qu'un autre, quoi, qui a besoin de jouer dans une configuration très particulière. Et donc, c'est quand même pas, ça doit pas être facile pour Galtier. La gestion de Boudaoui n'est pas facile pour Galtier. Et en plus, avec les trois centraux, Thuram, Rosario, Lemina, bah, effectivement, il va falloir que Boudaoui se lève l'âme s'il veut avoir une place dans l'axe. Moi, je vous rejoins et concernant Boudaoui, c'est un joueur avec un gros potentiel, on est d'accord, qui n'a pas été épargné par les blessures aussi, hein, régulièrement absent tout de même. Et toujours une période, là je rejoins un peu ce qui avait été dit dans Avantinissa, je sais plus qui c'est qui avait dit ça au sujet de Boudaoui, mais qu'il y a des périodes en fait, un mois et demi où il va cartonner, il va être au-dessus, et puis ensuite ça va être des matchs un peu plus quelconques. J'ai pas l'impression qu'il a trouvé une régularité encore dans le haut niveau. Alors il est encore très jeune, mais moi j'ai le sentiment qu'au vu de son début de saison sur un côté, on sait que c'est pas son poste. Quoique Vieira l'avait quand même mis à plusieurs reprises piston droit dans un dispositif à 3 défenseurs derrière. J'ai le sentiment là qu'en ce moment il est dans le creux de la vague, que c'est compliqué, qu'il sent que sa place est menacée, que peut-être que l'année dernière et les autres années
il était vu comme un titulaire en puissance. Je sais pas, Sky, tu parais peut-être un peu sceptique. Je, je pense vraiment qu'on a déjà tout dit et que ben, c'est difficile aussi pour lui de s'imposer dans la mesure où pour t'imposer quelque part, il faut quand même enchaîner les matchs. Tu peux pas lui demander forcément. Donc, il y a le facteur blessure hein, qui ne l'a pas aidé. Tu le changes de poste, hein, comme disait Obi-Wan, un coup à droite, un coup à gauche. Alors que l'année dernière, il avait commencé à avoir un peu ses marques dans l'axe. Voilà, quand tu as un jeune joueur qui n'a pas non plus 2-3 saisons pro dans les pattes, que tu joues déjà à 4 postes différents, des demi-heures par-ci par-là en fonction des blessures des autres, peut-être que je lui trouve trop d'excuses, hein, mais c'est quand même compliqué de montrer le meilleur de toi-même si ben, dès que tu enchaînes un match, tu changes de poste, puis tu te blesses, tu reviens, tu joues 20 minutes à un autre poste encore différent. Enfin, c'est pas des conditions vraiment tip-top d'épanouissement d'un jeune joueur. Donc, tu en as qui y arrivent, tu as des surdoués qui de façon s'imposent dès leur plus jeune âge. C'est pas la norme non plus. Je pense que Boudaoui, il a quand même montré énormément de belles choses pour un joueur qu'on a quand même recruté très jeune et directement sur le continent africain. Voilà. Est-ce que la solution, ça serait pas aussi peut-être de le prêter et qu'il aille jouer 30-35 matchs Mm. ailleurs? Moi, voilà, ça serait dommage, mais à la fois, je préfère peut-être le voir partir une saison, s'imposer, prendre du volume et avoir l'habitude d'enchaîner les matchs plutôt que de le voir partir dans un an ou deux avec ce statut d'éternel remplaçant et de me dire que j'ai pas vu le meilleur d'Hicham Boudaoui à l'OGC Nice. Parenthèse refermée au sujet d'Hicham Boudaoui. Quentin, concernant les performances des Marseillais, on a parlé de Saliba. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont fait bonne impression? On a parlé en mal aussi de Amavi, d'Alvaro. Il y a d'autres joueurs peut-être que tu souhaiterais mettre en avant, positivement ou négativement? Positivement, ouais. J'ai... Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu sur le podcast à la commanderie depuis le début de saison. C'est Paul Lopez. Alors, pourquoi défendu? Parce que quand il est arrivé, on rappelle qu'on nous le vend comme un gardien très peu sûr de lui, avec un très mauvais jeu au pied. Il a eu des débuts compliqués. Alors, compliqués, pas forcément au niveau des matchs, puisque on rappelle que sur ses 3 premiers matchs, il fait 3 clean sheets. Euh, Pas face à des oppositions très avancées. Mais disons que depuis maintenant quelques matchs, Paul Lopez, il est vraiment très décisif pour nous. Il a été décisif encore une fois contre Nice ce mercredi. Donc très satisfait. Il prend de plus en plus ses marques dans le but. Il a vraiment maintenant ce statut de numéro 1. Je pense qu'il n'y a plus de débat. Bien que Steve Mandanda soit encore au club et que je pense que beaucoup de supporters, dont moi, avons beaucoup de respect pour ce qu'il a pu faire à l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, on est aussi sur un nouveau cycle et ça doit aussi passer par là. Alors, c'est notre capitaine, oui, mais il faut faire ces changements-là. Donc maintenant, Paul Lopez est bien en place. Est-ce que ça va durer? Je l'espère, parce qu'il est sur une très bonne dynamique et ça serait dommage de ne pas espérer le contraire. Euh, enfin, d'espérer le contraire, du moins. Sinon, en termes de positif, le match de Gerson, que j'ai trouvé meilleur que sur ses dernières sorties, beaucoup plus à l'aise. Malgré le fait qu'il ait changé 2 fois de position, l'a mis une fois derrière les attaquants et en deuxième temps, quand Amavi est sorti, il est passé à gauche et il a parfaitement rempli les rôles qu'on lui demandait. Donc j'attendais beaucoup de lui sur ce match-là puisque il nous avait pas laissé un très bon souvenir lors du déplacement à Lille. Donc forcément très content de son match. J'ai vu très peu de mauvaises choses de son côté, ni ce n'est que Gerson a cette fâcheuse habitude de souvent jouer en retrait, ce qui m'énerve beaucoup pour un joueur qu'on nous a vendu comme un très très bon milieu de terrain porté vers l'avant. Donc pour le moment, si j'avais un truc à dire sur Gerson, c'est ça. Voilà, c'est ces conservations de balles qui sont parfois peut-être un peu longues et son jeu vers l'avant qui n'est pas encore très prononcé. Au niveau des joueurs que j'ai pas aimé, j'ai parlé d'Alvaro, j'ai parlé d'Amavi, mais je vais pas tirer sur une ambulance, c'est pas mon style. Non, déçu du match de Pape Gay. Pape Gay et ça fait plusieurs semaines que j'ai un peu de mal avec Pape Gay. Lui aussi que je défendais, bizarrement, sur le début de saison. Mais j'ai
j'ai beaucoup de mal avec Pape Gay, puisque j'ai l'impression qu'il a les mêmes problèmes que Gerson. C'est une conservation beaucoup trop longue du ballon, des passes latérales, jamais une passe vers l'avant quasiment. Contre Nice, il n'a pas été capable d'en faire une quasiment. C'est bien dommage quand même, parce que je pense que ce mec-là, il a des qualités athlétiques assez bonnes pour pouvoir justement se porter vers l'avant et casser quelques lignes. Et il s'en sert pas. Il s'en sert pas et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'à certains moments, on aurait eu besoin de lui, surtout en première période. Malheureusement, voilà, pas au niveau. Pas au niveau. Donc là, Camara, son absence, ça s'est fait ressentir à ce niveau-là. Parce que Camara est capable de faire ce genre de choses. Gay, pour le moment, moins. Et j'ai un peu peur pour lui, pour la suite, parce que j'ai pas l'impression que Sampaoli compte sur lui, sachant que maintenant, et à ma très grande surprise et pour mon plus grand bonheur, Valentin Rongier est un membre indispensable de son 11 de départ maintenant. On n'a pas, je pense, honte de le dire. Au vu de son début de saison, je pense que si vous suivez un petit peu les matchs de l'Olympique de Marseille, c'est actuellement le meilleur joueur avec Saliba et Paolo Lopez, si on peut mettre un top 3. Mais ouais, c'est compliqué pour lui, pour Pape Gay, et je pense que ça le sera pour les prochains matchs. Après, ouais, j'ai parlé d'Enrique. Bon, bah, Enrique, voilà, c'est une éternelle déception. Milik qui est en phase de reprise. Ça fait un mois qu'il est vraiment, on va dire un peu moins d'un mois qu'il est de retour. Il a enchaîné là son 4e match d'affilée titulaire. Il a mis un but lors du premier. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été très bon non plus. On attend de lui vraiment. C'est un buteur de classe internationale, hein, Arkadiusz Milik. Donc on attend de lui quand même qu'il fasse trembler les filets. Donc moi, je tire pas sur lui tout de suite parce qu'il est revenu d'une longue blessure. C'est le temps que tout ça revienne. Et puis je suis quand même assez satisfait de la connexion qu'il y a avec Dimitri Payet parce qu'il se trouve assez souvent. Même si ça se trouve pas, ça se cherche beaucoup. Donc moi, j'apprécie ça qu'un 10 et un 9 puissent être connectés à ce point-là. Donc ça, si vraiment on réussit à, à gérer cette connexion et qu'on arrive à réparer les petites fritures sur la connexion, parce qu'il y en a, hein, il y a des problèmes de transmission parfois, ça arrive. Ça peut faire très mal sur les attaques de Ligue 1 et peut-être européenne si on a réussi à se hisser au tour suivant en Europa League. Mais ouais, j'ai beaucoup d'espoir pour ce duo-là en tout cas. J'avais eu ce débat justement en préparant l'émission avec un autre supporter marseillais, justement avec par rapport à cette association entre Milik et Payet. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de profil par moment? Parce que Milik, autant dos au but peut être extrêmement intéressant, mais il n'a pas suffisamment de canne pour pouvoir proposer en profondeur. Là où peut-être un joueur comme Dieng Ouais. peut justement apporter quelque chose. Alors je dis pas en tant que titulaire et mettre Milik sur le banc, mais, Après, ça apporte quand même quelque chose en plus quoi, dans le je suis registre. d'accord. Je suis d'accord. Alors ce problème de profondeur, ouais, en effet, c'est quelque chose qu'on a remarqué avec Milik, hein. C'est pas comment dire, une phase qui va être très utilisée entre Payet et Milik. Ça va surtout être un peu comme on voyait avec Giroud en équipe de France par exemple. Ça va être un point d'ancrage, peut-être même un peu plus. Mais pour ce qui va être de la profondeur, on va surtout laisser cette tâche à habituellement Seji Zunder sur le côté droit et l'ailier gauche qui peut être. Alors ça varie beaucoup en ces derniers temps. On n'a pas encore trouvé le pendant de Dunder côté droit, côté gauche du moins. Parfois c'est Lirola, parfois c'est Conrad de la Fuente. Hier c'était Amavi. Bon, voilà, Amavi pour prendre la profondeur, c'est un nom. Mais des joueurs comme Conrad, même Bamba Dieng, hein, l'a fait sur le côté gauche quand Milik n'était pas encore là. C'était assez intéressant. Donc, je pense que c'est pas il n'y a pas de problème de compatibilité. Pour moi, c'est une connexion qui doit se parfaire. C'est pas encore parfait. Il y a des petites approximations, mais on sent quand même que les deux ont une certaine facilité à se trouver. Et la première chose que Payet regarde, c'est Milik. Alors, c'est bien ou pas bien, ça dépend comment tu te places dans l'action. Et alors, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas bien parce que parfois on voit des appels, notamment sur le côté où est Payet, un dédoublement. Ça peut être Dunder ou de Conrad sur le côté gauche.
et il le voit pas parce qu'il est omnibulé par Milik. Alors ça, c'est une des, un des défauts de cette alliance entre les deux. Donc c'est à parfaire. C'est évidemment pas parfait puisque sinon, on marquerait à chaque fois que les deux touchent le ballon. Mais ouais, j'ai de bonnes espérances pour la suite, donc je pense pas que les deux soient incompatibles, loin de là. Très bien. Si j'ai une remarque, Quentin, je partage ce que tu dis par rapport à Marseille. Alors, je n'ai pas regardé tous les matchs, hein. Mais je trouve quand même, et on l'a vu hier, hein, qu'il y a une paillette dépendance Oui. dans l'attaque marseillaise qui est quand même énorme. Bah, ça s'est vu beaucoup quand il était absent à Lille, surtout. J'étais au stade d'ailleurs sur ce match-là et ça s'est énormément vu. Ah Ça ouais. c'est énorme. Et hier, par exemple, sur les 20 ou 25 premières minutes, je crois que Payet touche 5 ballons. Bon, il y a pas un Marseillais qui a touché un ballon. Mais bon, Milik a été complètement transparent hier. Il n'a rien fait, à part le Mm. ballon qu'il laisse passer sur le but et qui est super bien joué d'ailleurs. Oui, oui, il a pas d'occasion franche à son Ouais, actif, hein. et donc j'espère que Payet ne se blesse pas, parce que je ne sais pas qui va animer l'attaque, d'autant plus qu'hier Guendouzi, aux abonnés absents, j'ai trouvé Guendouzi, on n'en a pas parlé, mais Il n'a pas mou. touché, ouais. Et il y a Gerson qui a un peu compensé de l'autre côté, je trouve qu'il y a une paillette dépendance qui est importante. Et donc, je pense que tactiquement, pour les équipes, pour les adversaires de l'OM, ça va être quand même, je dirais pas facile, c'est pas ce que je veux dire, mais on bloque Payet, on peut bloquer quand même, on peut débrancher pas mal l'animation offensive des Marseillais. Alors hier soir, pour te répondre, juste hier soir, il manquait quand même un élément d'importance sur le côté droit, c'était Under, qui n'a pas Oui. joué et qui est tout aussi important que Dimitri Payet sur ce début de saison. Parce que il est virevoltant et il Il avait provoque. un peu le rôle que Thauvin avait les autres années d'ailleurs. Ouais, exactement, mais je trouve beaucoup plus appliqué que Florian Thauvin dans ce rôle-là. D'accord. Beaucoup plus, déjà beaucoup plus technique que Florian Thauvin et beaucoup plus Imprévisible. imprévisible. Voilà, merci. Beaucoup plus imprévisible parce que Thauvin, c'est tout le temps la même chose. C'était tout le temps la même chose. Là, on sent qu'il y a une sorte de variété quand même. Donc, hier soir, ouais, Payet était un peu trop seul devant et l'animation, en fait, elle a beaucoup joué. Le choix des hommes a beaucoup joué. Tu parlais de Guendouzi. Guendouzi a joué un peu plus bas que d'habitude, il faut le savoir, ça. Il a joué aux côtés de Pape Gueye alors que d'habitude, il est plus dans un rôle entre le milieu de terrain. Il est vraiment entre le milieu de terrain et l'attaque. Là, il était vraiment dans ce rôle où il est à côté de Pape Gueye. Là, D'accord. c'était Gerson qui avait pris la place que Guendouzi occupait d'habitude. Mais pour revenir à Payet, oui, évidemment qu'il y a une Payet de dépendance. Ça s'est vu sur nos premiers matchs qu'on a joué sans lui quand il était blessé. Ça s'est vu quand on a commencé en Europa League sans lui. Ça s'est vu surtout contre Lille, où on a été plus que mauvais offensivement. Où on a vraiment, c'était vraiment le néant ce match-là. Mais ouais, il va falloir trouver des alternatives à Payet parce qu'Aminarit, qui était absent hier, lui n'était pas qualifié pour ce match-là, peut remplir ce rôle de doublure. Pour le moment, Sampaoli lui fait pas énormément confiance, il n'a pas énormément de temps de jeu. Donc j'attends de voir comment Payet va enchaîner parce que c'est pas arrivé souvent cette saison qu'il ait enchaîné autant de matchs. Lui aussi, c'est 4 matchs d'affilée en tant que titulaire. Donc à voir ce que ça donnera sur les prochaines semaines. Je suis tout de même confiant parce qu'on a une équipe qui joue plutôt bien au ballon, qui est généreuse, qui est dans la prise de risque. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ouais, ça augure des choses de très belles choses. On a accroché une équipe de Nice qui est aussi joueuse que nous. On a fait match nul face à un beau Paris Saint-Germain. On n'est pas encore mort en Europa League. Donc, non, franchement, je suis pas alarmiste là-dessus. Très bien. Ouais. Avant de passer justement au quiz, donc Nice l'a emporté contre Lyon, match nul contre Marseille, ça fait 4 points en 2 matchs, en 6 points possibles. Sky, le bilan est somme toute assez positif. Je pense qu'avant ces 2 matchs-là, pour 4 points, on aurait signé. Oui et non. Oui, c'est flatteur. Surtout quand tu vois en fait le contenu des deux rencontres, hein. Très clairement, face à Lyon, t'en sortir avec 3 points, même déjà un, ça aurait été un hold-up. Par contre, tu perds 3 points face à 3 juste avant, qui reste un déficit qui est
inacceptable dans cet enchaînement de matchs. Et là, tu vas te faire un déplacement à Angers, qui est un de tes concurrents directs aux places européennes encore, qui est 3 points derrière toi, qui peut te rejoindre au classement en cas de défaite. Donc moi, je réserve mon jugement de bonne ou mauvaise opération en fonction du résultat que tu as ce week-end. Si tu gagnes et que tu as pris 7 points dans la semaine, tu auras eu une bonne semaine et ça aura en partie annulé ta contre-performance à 3. Si tu as pris 4 points en 4 matchs entre 3, Lyon, Marseille et Angers, tu ne peux pas dire qu'en fait c'est une bonne opération et au classement ça se ressentira. Là, on est à une 3e place extrêmement satisfaisante. Après, c'est que le début de la saison et je sais qu'on n'a plus trop cette habitude-là à Nice, fort heureusement de regarder derrière nous. Mais tu regardes, c'est aussi un championnat qui est extrêmement Ouais, dense. tout à fait. Et là, il te suffit que tu perdes face à Angers et que tes poursuivants suivent et tu sautes du podium. Tu vas tomber vers la 6e place. Et bon, non pas que ce soit honteux, hein, mais il faut éviter vraiment de laisser passer les points qu'on a pu laisser passer, notamment au dernier match face à 3. Est-ce que justement, Obi-Wan, le match le plus important, ce serait pas ce déplacement à Angers finalement, parce qu'on a bien vu que Nice était en difficulté sur les derniers matchs, dans les entames de match aussi, mais lorsque l'adversaire était jugé entre guillemets plus faible. Lorient, Troyes notamment. Le test finalement c'est Angers. Ouais, mais Sky a raison, hein. Je pense que ça va être une vraie bascule. Je pense que la suite de la saison dépendra de ça, mais je suis dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la notion de groupe. Je pense que bon, Galtier, là, il va avoir quand même un souci, ça va être la gestion des organismes, hein. Parce que c'est la fraîcheur qui va faire la différence quand même dimanche, hein. On s'est fait Lyon, on s'est fait Marseille en milieu de semaine avec pas mal d'absents. Je ne sais pas qui va revenir dimanche. Mais je pense qu'il va tenter un pari. Je pense qu'il va faire des paris encore. Je pense qu'il va faire des paris. Probablement derrière, je vois pas trop de changements. Milieu de terrain, je sais pas, mais peut-être sur les pistons. Devant, je pense qu'il va jouer le contre. Enfin, je pense qu'il va tenter un pari. Après, je suis pas certain qu'Angers soit un petit calibre, hein, vu ce qu'ils ont produit depuis le début de la saison. Très Effectivement. étonnant. Ils sont plutôt en verve à la maison. Franchement, c'est pas des petits, donc il va y avoir une vraie vigilance et une vraie méfiance de l'équipe. Franchement, je les ai vus jouer. Ils ont Ali Chaud devant, là. Enfin, contre Paris. Je sais pas si vous avez vu le match, mais jamais de la vie Paris mérite de gagner contre Angers. Ils sont très performants à la maison. Non, non, je pense qu'il va y avoir une vraie vigilance de la part du GIF, en tout cas je l'espère. Et on aime bien ces matchs en fait. Les matchs où peut-être que Angers va se dire on est fatigué, ils vont être sur les rotules, un match en milieu de semaine, des absents, c'est bon pour nous. On aime bien ça, on aime bien. On aime bien. Et allez, clac, au dernier moment, on met un petit coup derrière. Donc moi, je vois une victoire 2-1 à Angers. Allez, je me mouille. Je vois une petite victoire 2-1 à Angers. J'avais annoncé match nul contre Marseille, j'ai eu raison. J'avais annoncé 3-2 contre Lyon, j'ai gagné. Je remonte à la Ligue des Aiglons. Donc, voilà, ouais, une petite victoire 2-1 à Angers dimanche, ça va bien. Euh, on pronostiquera les matchs après le quiz, hein, si tu le veux bien, Obi-Wan. J'aimerais respecter quand même la programmation de l'émission. Non, il n'y a pas de Non, souci. il est Je plus. note, je note, je note. Messieurs, donc on va passer au quiz. 5 petites questions mêlant donc l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. On va parler de joueurs, on va parler de stats. Juste, voilà, dès que vous avez la réponse, vous dites votre prénom et puis vous donnez votre réponse dans l'immédiat. Première question, on va chercher un joueur. Je vais vous donner donc ses clubs. Ça prononce déjà Bakikone avant même que je donne les clubs. Eh bien non, ce n'est pas Bakikone. Les clubs sont les suivants. Le Havre, Sochaux, Charlton, Bordeaux, Marseille, Obi, Nice. Myriam. Tu dis? Myriam. Non. Marseille, Retraité. Oui. Bélion. Non. Retraité en 2015. Non, c'est pas Bélion, c'est. Tu peux répéter les clubs, s'il te plaît? Bien sûr. Le Havre, Sochaux, Charlton, Bordeaux, champion de France 2009. Marseille, champion de France Oh, 2010. je l'ai. Je pense l'avoir. Souleymane Diawara. Tout à fait. Je me suis dit, je Il y a rajoute. Charlton Soulé.
Ah Tous oui. les- Il Ah, il y a a, un Nice. il a fini à Nice. En prison, il a fini à Il a fini à Oui, en Nice, prison, ouais. ouais. Ah oui, Il ah est... oui, oui, oui. Ah oui, il est en prison, je ne savais pas. Ah Non, oui, non, oui. il a fini en. Non, non, il y est plus, Il hein, a bien fini sûr. la saison à Nice en prison et Il on a l'a fini plus au jamais Beaumet, revu. il a fini au Beaumet après la saison à Nice. Ah, très bien, très bien. Bien. Bien, bien. J'avais pas Bien. cette. Donc il a Il a- été transféré à Marseille. Voilà, il est revenu à il est Marseille revenu à Marseille, au en Bercail. fin de saison. Au Un Bercail. super match à Metz sous la neige et puis hop là, prison. C'est vrai, Jamais c'est revu. vrai. Ah ouais, j'avais oublié ça. Un point pour Quentin, bien joué. Deuxième question. Alors, on va parler de stats au sujet d'Amin Gouiri. Alors, là, ça va être sous format de QCM. Sur combien de buts est-il impliqué, but plus passe décisive, depuis le début de saison? 4 propositions. 6, 10, 7, 9. En tout, but plus passe des Sky. Sans lire le chat. 9. Obi-Wan. Alors je dis 10. Ok. C'est 9 ou 10 de toute façon. Mais, J'aurais dit 9. Ok, c'est 9. Un point pour Quentin, un point pour Sky. 6 buts et 3 passes décisives pour Amin Gouiri en 11 matchs. Je vous pose la même question cette fois-ci pour Dimitri Payet. Sur combien de buts est-il impliqué depuis le début de saison? Donc là aussi, Je but pense que je l'ai. plus passes décisives. 6, 10, 7 ou 9? Ah putain, j'ai un Sky. doute. Ah, c'est terrible. Oh 10. merde. 10 pour Sky, ok. Obi-Wan, Ouais. 10 aussi. Quentin? Je crois que c'est 10. Eh bien, 0 point pour chacun de vous. Ah, c'est 9. Bien joué les gars. C'est 6 buts. C'est but J'ai- de trois j'ai- passes D. J'ai 6 buts et 3 passes D en 8 matchs joués. Hein. C'est quand même des stats, Ouais. des stats de ouf. Hein. Non, mais putain, pourquoi. Mais si, oui, j'ai pas compté reste en enfin, tête, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, Quentin, oui, t'as ouais, toujours 2 points. me tromper sur ça, ça me dégoûte. Voilà. Bah, surtout, Pas grave. surtout lorsqu'il s'agit du futur Ballon d'Or, quoi. Donc c'est. Exactement. Non, mais après, on parle du meilleur joueur de Ligue 1. On parle beaucoup de Lionel Messi, mais est-ce que Messi a marqué un but en Ligue 1 cette saison? Je ne pense pas. On n'a pas fait le débat Team Payet ou Team Messi ce soir. Hein. Enfin, je tiens quand même à le dire. Hein. Team Payet, évidemment. Forcément. Plus sérieusement, Quentin. Quatrième question. Alors là, ça va être une question sur Christophe Galtier. Parce que comme vous le savez, ça a été un joueur de l'Olympique de Marseille. Tout à fait. Mais qui a également été coach intérimaire de l'équipe. À qui a-t-il succédé? Et lors de quelle saison? Sky? Sans moi. Non, là, sans moi. Sans moi, le prénom? Non. Elle est pas facile. Obi-Wan? Jean-Michel, je sais pas. Quentin? Franchement, j'en sais absolument Ok, rien. je vous donne un indice. Evian Tonon Gaillard. Duprat. Non. Franchement, attends. Evian Tonon Gaillard, Evian Tonon Gaillard est ancien joueur de l'OM aussi. il succède pas Casoni. Casoni, tout à fait. Ouais, putain, j'ai Non. dit Casoni. J'ai oublié l'existence de ce type et j'étais pas plus malheureux que ça. Ouais, bah moi non plus, je te cache pas. C'est pas le meilleur souvenir qui. Voilà. Mais tu vois, en plus, j'ignorais totalement qu'il avait fait une intérim, pour le coup. Eh bien, j'ai cherché ça et j'ai trouvé cette information qui, je trouve, vous remplit de bonheur. En tout cas, ça fait plaisir. Sur le Ah oui, en chat, 2000, en 2000. Albert Raymond. Albert Raymond, non, c'est pas Albert Raymond. Hein. Ah ouais, c'est en 2000 qu'il a fait. C'est en 2000, tout à fait, oui. Dernière question, on va chercher un joueur et là je me suis amusé. Hein. Je vais vous donner les clubs. C'est parti. Sporting Toulon, Bordeaux, Rennes, Arsenal, Marseille, Paris Saint-Germain, Blackburn, West Ham, on n'est qu'à la moitié. Hein. Racing de Ferrol, Nice, Al Rafa Doha, Al Ratitia Doha, AC Ajaccio, Gaziantepspor, Ankaragücü en Turquie bien sûr, Al Larnaca,
c'est en Chypre. Arles-Avignon. Oui, Sky. L'immense Kaba Ah, Diawara. ça fait plaisir. Bien vu, bien vu, bien vu. Oh la Ce vache. qui donne 2 points. Extrêmement déçu, Obi-Wan, que tu n'aies pas trouvé Ah ouais, Kaba Diawara. Kaba Hein. Diawara. Là, Quentin, Diawara, moi, je l'avais pas. Quentin, tu l'avais pas. Ah, pourtant, il a quand même joué 19 matchs à Marseille. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais, Il c'est. a, il a fait la meilleure saison de sa carrière chez nous, hein, quand même. Ah ouais. Tout à Faut fait. pas oublier, quand même. Et Ce qui- comment il peut faire fait plus de clubs que ce qu'il a d'années en fait. Il a fait exactement 18 clubs. On l'appelle le Nicolas Anelka de chez Wish. Dernière question, donc là ça va départager Sky et Quentin, la team Sport Content, bien entendu. Messieurs, je vais vous poser une question sur le match. Ça va être extrêmement rapide. Alors Sky, non, ne fais pas cette tête. J'ai pas encore posé la question. C'est pas sur Casoni, t'inquiète pas. Casoni, il n'y a qu'une seule question. Je vais vous poser une seule question, ça va être très rapide. Combien y a-t-il eu de cartons jaunes dans le match hier soir? En tout. Un seul. Sky, De 4. Sky, c'est 4 cartons jaunes, Ah. 2 côtés niçois, 2 côtés marseillais. Todibo, Guessant, Paul Lopez et Bouba Camara. Ah, Paul Lopez, on a pris, hein. Et Bouba Camara qui en plus sera absent pour le match contre Lyon. Ouais, donc déjà, c'est un scandale. Mais bon, on Ah. va pas en reparler de ça. Ah ben... Ah, mais y a pas faute. Enfin, ça Il mérite n'y a, pas pas un de quoi- jaune. y a pas de quoi avoir un jaune, en tout Y a cas. pas de très quoi clairement. avoir Effectivement. un jaune. C'est Effectivement. ridicule. Ça, oui. Et j'espère vraiment que je crois cette qu'il prend un jaune parce suspension- qu'il y a contestation. Hein. Oh, ça serait difficile quand même. Après, j'espère que la suspension sera remise, sera revue du moins. Avec l'arrivée Parce que- prochaine des micros, je pense que ce genre de situation va pouvoir être Éclairci, ouais. beaucoup plus facilement éclairci. Messieurs, on va se projeter justement sur les prochains matchs de nos équipes respectives. L'OGC Nice, dans un premier temps, qui se déplace, donc on l'a dit, au stade Raymond Kopa pour y affronter le SCO d'Angers. Obi-Wan voit une victoire 2-1. Sky, comment tu vois ce match? Comment ça va se dérouler selon toi? Match plutôt serré, je suppose. Je vais être optimiste parce que je ne serai pas devant ma télé. Et du coup, en général, ça va dire C'est vrai. 4-0. Non, sans aller jusque-là, je pense une victoire 2-0 du jeu. Très bien, ok. Avec le petit clean sheet aussi qui ferait du bien parce qu'il me semble que ça fait 3 matchs qu'on n'a pas fait de clean sheet. Ce qui est quand même assez. Et on reste meilleure défense quand même. On reste quand même meilleure défense, effectivement. Quentin, un avis sur ce match Angers-Nice? Ouais, je vois une victoire de Nice quand même parce qu'Angers lève un petit peu le pied ces dernières semaines. Victoire 3-1. 3-1, Oh. très bien. Eh bien, écoutez, vu que les stats c'est quand même important dans le résultat, moi je vois un match qui va se terminer par un partout. Parce qu'il me semble qu'à Raymond Kopa, on fait quand même beaucoup de matchs nuls. Quand on perd pas 3-0, naturellement. Hein. Mais je vois un match nul, un partout. Voilà. Avec un petit but, naturellement, de Andy Delors. Peut-être sur penalty d'ailleurs. Et l'autre match qui nous intéresse aussi ce soir, donc c'est le déplacement à Clermont de l'Olympique de Marseille. Quentin, dans un stade à guichet fermé, Mythique, un stade mythique de notre championnat. Hein, naturellement, quand même. qui va être à combien rempli de Marseillais? 80%? Oh, il y a moyen. Après, il n'y a pas de parquage marseillais jusqu'à la fin de l'année, Oui. avec les débordements qu'il y a eu à Angers un peu plus tôt dans la saison. Mais il y aura certainement beaucoup de Marseillais, comme à chaque fois que l'OM se déplace. Juste pour mettre une petite parenthèse là-dessus, j'ai dit tout à l'heure que j'étais à Lille et c'était le premier match qui faisait suite à la sanction de l'interdiction du parquage. Donc je devais être juste à côté du parquage quand j'étais au stade. Et j'ai été entouré que de Marseillais, que de supporters de l'OM. Et ça chantait beaucoup plus fort que les 15-20 000 Lillois qu'il y avait dans le stade. Donc c'était assez sympa, mais ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de supporters marseillais. Après, je connais pas Clermont, je sais pas comment ça fonctionne là-bas niveau ambiance, etc. J'ai vu très peu de matchs à domicile de Clermont, étant donné qu'ils jouent souvent dans le multiplex. Mais bon, j'espère qu'on aura le droit à
une belle montée de certains Marseillais, qu'ils soient locaux ou qui viennent de Marseille directement. Et par rapport au match, du coup, tu vois quel résultat? Alors, je nous vois gagner quand même. Je nous vois gagner. Clermont, c'est une belle équipe, malgré tout, qui a montré un beau visage sur ce début de saison avec un joueur comme Bayo qui, pour moi, est l'une des révélations de ce début de saison en Ligue 1. Mais malgré les résultats du début de saison, on est sur une forme qui est assez bonne malgré tout, même si hier contre Nice, on n'a pas été à la hauteur de cette forme du moment. Je reprends les matchs contre la Lazio, je reprends le match contre Paris, où on a été plus que bon. Il nous manquait vraiment ce petit dernier geste, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, non, contre Clermont, je nous vois faire le même match que contre Lorient. On va un petit peu galérer, mais au final, on va l'emporter facilement 3-1. Ok, une victoire 3 buts à 1. Sky, sur ce match, ce déplacement de Marseille à Clermont, est-ce que t'as un avis? Est-ce que ce match va t'intéresser un minimum quand même ou... C'est le match du dimanche soir quand Pas, même, les gars. Hein. C'est dimanche pas soir? franchement. Ouais. Ouais, voilà, pas franchement. Moi, en plus, j'ai la chance d'être en vacances là, dès demain. Donc, du coup, je vais pas interrompre mes vacances pour un Clermont-Marseille. C'est bien Mais dommage. bon, je vais faire comme Quentin, je vais recycler mon score du match précédent. Donc, je vais dire victoire 2-0 de Marseille parce que Clermont fait un début de saison un peu inespéré pour un promu. On va pas se mentir, quand même, personne, je pense, s'attendait à ce que Clermont gagne, qu'un joueur comme Bayo reste déjà et puis continue à performer en Ligue 1 face à Marseille qui est quand même sur une forme globalement, même si une peine à gagner. Hein, il y a une stat Ouais. assez folle, hein, c'est une victoire en 8 matchs ou un truc comme ça, malgré tout. Donc bon, je pense que c'est l'occasion de renouer avec la victoire, même si forcément le contraire nous arrangerait bien. Mais bon, voilà, J'imagine. enfin, pareil pour les ambitions. Comme on disait pour les ambitions niçoises, il faut que tu gagnes les matchs face aux petites équipes. Pour Marseille, c'est pareil. Si tu prends pas les points là, malheureusement, pas grand-chose à espérer pour les places européennes. Mm. Obi-Wan, pour conclure au sujet de Clermont-Marseille. Oh, oh, mais ça me ferait tellement plaisir. Moi, je vois la même victoire de Clermont contre Lille. Je vois la même contre Marseille, donc un petit 1-0. Sur la fraîcheur, sur la fraîcheur. Voilà, sur la fraîcheur. Je pense que ça va être déterminant, autant pour Nice que pour Marseille. Donc non, non, parce que clairement, à la maison, c'est un petit stade. Ça me fait penser un peu au stade du Rey, d'ailleurs. Alors, pas tout à fait la même ambiance quand même. Mais c'est plein, ça pousse, le public est prêt. Et contre Lille, franchement, ils m'ont étonné. Moi, je les avais jamais vus jouer avant. Ça a été étonnant. Donc voilà, un petit but à l'arrache, là, 95e du plat de l'oreille. Voilà, ça fera un beau match du dimanche soir. Ok, Quentin, messieurs. je suis désolé. Mais Quentin, tu as déjà un siège qui est rouge et noir derrière. Tu es en train de. Ouais, mais non, ça a rien à voir, messieurs. On n'est pas dans le football, là. Ça commence par un siège, puis après ça achète le maillot, puis ça prend son abonnement, ça prend son abonnement à l'Alliance. Hein. J'y Ça arrivera travaille, j'y jamais. travaille. Travaille, Ah, bah non. travaille-le au corps, hein, Sky, hein, parce que je pense qu'on a un nouveau supporter parmi nous. Hein. Non, non, Euh, non, non. Ça arrivera on a, jamais, ça, on, messieurs. on a déjà réussi à convertir Brice. Ouais, Quentin mais va moi, être confiant. Quentin, mes potes sont marseillais et ça chauffe comme ça tout le temps et on se régale. Eh oui, je, Très bien. je ne suis pas Avec faible comme beaucoup monsieur d'affection. Ancel. Messieurs, cette émission touche à son terme. Merci d'y avoir participé. Euh, Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances à toi, Sky. Merci. Je vais finir l'écoute du podcast de tout à l'heure. Bonne C'est gentil, continuation merci. de Avantinissa. Quentin, merci pour ta venue. Bah, merci à toi Euh, de m'avoir invité, déjà. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation aussi dans le podcast à la commanderie. Et tu peux aussi nous parler de l'autre podcast que tu gères. Oui, bien sûr, parce qu'au-delà d'être un supporter de l'OM, je suis un très grand fan de football, très grand fan de foot européen, les gros matchs, tout ça, moi, ça me passionne. Donc, j'anime aussi mon petit bébé, comme je l'appelle, temps additionnel. Voilà, donc, on débriefe, enfin, on fait les avant-matchs en fait des grosses affiches européennes, donc que ce soit des affiches du week-end ou en Ligue des Champions.
On parle avec un supporter de chaque équipe et un membre de mon équipe du gros match à venir. Donc, si vous êtes fan de foot, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @TansAdiOff, et à suivre bien sûr Sports Content si vous voulez avoir des heures de podcast dans les oreilles quand vous avez rien à faire, quand vous êtes en train de faire un petit jogging, le ménage, voilà. N'hésitez pas à venir écouter les podcasts Sports Content. Voilà, il y a vraiment de très bons contenus et on vous invite à streamer ça très très fort. Et on a une chaîne YouTube qui regroupe toutes les émissions. Exactement. D'ailleurs. Tout Donc, à n'hésitez fait, pas à vous abonner. tout à fait, tout à fait. Euh, je vous remercie, je remercie également donc les personnes qui ont participé sur le chat Twitch, donc Skito, Alex, Romain, Viper, la clique un peu des supporters niçois. Et puis messieurs, je vous souhaite voilà une bonne semaine, de bonnes vacances pour certains, et puis de très bons matchs ce week-end, on l'espère avec une victoire à Angers. Prenez soin de vous, et puis on se dit à très bientôt sur Twitch. Issa Nissa. Merci. Ciao tout le Issa, monde. bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée, merci Quentin et bonne saison à l'OM. Allez, merci à vous les gars.